Bonsoir et bonjour les amis. C'est moi, Marc Lochimba, me voici de retour avec un sujet qui est toujours la République démocratique du Congo. Mais avant d'arriver à l'essentiel de ce que j'ai préparé aujourd'hui, j'aimerais un peu passer en revue certains événements qui ont constitué l'actualité. Mais ce qui nous intéresse en tant que Congolais, même vivant dans la diaspora, c'est la République démocratique du Congo. D'abord, le premier point, c'est qu'il y a une nouvelle triste, bien une triste nouvelle, c'est-à-dire il y a encore la maladie Ebola qui est en train de faire des ravages au Congo démocratique. Bien qu'on ne veuille pas dire la vérité au peuple congolais, mais je pense qu'il nous faut vraiment pousser le gouvernement à faire quelque chose. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement a signé des accords avec l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'on nous a dit qu'on a amené une sorte de vaccin. Mais si vous suivez très bien, ce vaccin-là, c'est un vaccin qui est utilisé juste à titre expérimental. C'est-à-dire qu'on n'a jamais utilisé nulle part d'autre dans le monde, à part le Congo démocratique. C'est-à-dire que ça sera la première fois qu'on va utiliser cela. C'est-à-dire même l'Organisation mondiale de la santé elle-même ne sait pas les effets que ce vaccin-là va produire. Est-ce que c'est un vaccin efficace? Quelles seront les retombées? Quel effet ça va produire sur les gens, sur les gens sur lesquels on est en train d'administrer ce vaccin-là? Et j'ai entendu qu'il y avait déjà des discussions. Parce qu'il y a déjà des Congolais qui se plaignaient que comment est-ce que le gouvernement congolais pouvait accepter qu'un vaccin qui n'avait jamais été utilisé dans le monde puisse être injecté, donc administré aux malades, et même pas aux malades, aux gens en désordre, soi-disant qu'ils sont en train d'être protégés contre la maladie d'Ebola. Et je pense que nous devons faire attention, puisque si nous voulons un peu retourner en arrière et suivre l'origine de la maladie d'Ebola elle-même, vous verrez que c'est un sujet vraiment qui est politique. Puisque l'Ebola, d'abord, c'est un nom congolais. C'est un nom, le nom d'une rivière dans la province de l'Équateur. Parce que c'est là-bas, quand le Congo était encore Zaïre, qu'on avait découvert, pas même découvert, qu'Ebola avait frappé dans la province de l'Équateur, le long, dans la forêt équatoriale bien sûr, mais le long de la rivière Ebola. Et quand vous voulez faire des enquêtes, le gouvernement zaïrois de Mobutu en ce temps-là n'avait jamais donné un rapport correct pour déchiffrer, donc savoir la véritable origine de la maladie Ebola. L'Union africaine, qui était même l'organisation de l'Union africaine en ce temps-là, ne s'était jamais donné la peine. Mais aujourd'hui, grâce donc aux moyens de communication, c'est-à-dire les mass médias, les réseaux sociaux qui sont presque à la portée de tout le monde, si vous allez même en ligne, demander à Google, il y a maintenant des discussions qui sont en train d'être faites, donc à propos toujours de la maladie Ebola. Il y a des gens qui disent, donnant même des preuves aux États-Unis, que cette maladie, ce n'est pas une maladie naturelle. Ebola, c'est une maladie créée par l'homme. Et dans les dossiers secrets que certaines personnes, les enquêteurs privés, ont déchiffré que la maladie avait été créée, le virus Ebola
C'est un virus qui avait été créé aux États-Unis d'Amérique. Donc, comme une arme pouvant aider les États-Unis d'Amérique donc à décimer la population, une population donc visée. C'est-à-dire les Américains, au lieu maintenant d'utiliser les armes, ils savent que nous pouvons utiliser des virus. C'est la même chose avec le sida. Il y a beaucoup d'histoires que les grandes puissances font. Et surtout aux États-Unis, ça fait légion. Donc dans les années 70, oui, exactement en 1976, c'est quand le virus avait été transporté par des Américains pour aller l'essayer au Zaïre de Mobutu, dans la forêt équatoriale, près de la rivière qu'on a appelée Ebola, sur les singes, pour voir l'effet que cette histoire devait faire. Et on avait vu les retombées, il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts. Pourquoi? Il y avait des singes d'abord, et puis des gens. Pourquoi? Parce qu'au Congo, dans la culture des gens, il y a des gens qui mangent la viande des singes. Et les chasseurs, les villageois qui ont eu la malchance donc de manger la viande qui était déjà contaminée par le virus amené par des Américains, ont eu la malchance de mourir. Donc les Américains étaient maintenant sûrs qu'ils venaient de découvrir une arme biologique qu'ils peuvent utiliser n'importe quand pour décimer la population, une population visée dans le monde et gagner la guerre. Et récemment, si vous avez suivi les infos, Ebola a encore fait des ravages, donc au Sierra Leone et au Libéria. Mais malheureusement, il y a eu des donneurs d'alerte qui ont dit que c'est dans les vaccins. Donc de la même façon qu'on est en train d'amener des vaccins au Congo démocratique aujourd'hui, soit disant que, non, à titre préventif, nous voulons prévenir pour que Ebola ne puisse pas se répandre. De la même manière, des médecins, donc la même organisation mondiale de la santé avait donné des vaccins pour que cela soit administré aux Libériens et aux Sierra Leone. Mais malheureusement, on a vu que parmi les bouteilles de vaccins là-bas, il y avait quelques bouteilles de virus. Et ça s'est répandu. Et ça a commencé à faire des ravages. Et au lieu d'amener des médecins, de trouver des stratégies pour endiguer donc, la propagation de l'Ebola, donc au Sierra Leone et au Libéria, l'Amérique n'a pas amené des médecins. Mais l'Amérique a trouvé bon d'amener des militaires. Soi-disant que des militaires viendraient, c'est pour construire, aider à construire des camps là où on devait isoler les gens qui sont atteints d'Ebola et tout ça. Et derrière tout ça, des spécialistes des enquêtes ont trouvé que l'Amérique trouvait par tous les moyens, donc voulait trouver donc une raison par tous les moyens pour envoyer donc des militaires américains en Afrique de l'Ouest. Donc l'Amérique cherchait par tous les moyens pour que les militaires américains puissent aller ouvrir leur base, donc s'implanter au Sierra Leone et au Libéria. Mais comment les envoyer? Parce qu'il y avait une sorte de résistance. Beaucoup de politiciens n'aimaient pas la présence des militaires. Alors les Américains ont tout fait. En passant par l'Organisation mondiale de la santé, ils ont inséré donc quelques bouteilles, quelques flacons du virus d'Ebola parmi donc, les soi-disant vaccins de l'OMS pour polio, différentes maladies. Et quand les Sierra Leone, les Libériens ont consommé, ont accepté d'être injectés, vous avez vu, Ebola a pris naissance et, comme je l'ai dit en guise de récapitulation, l'Amérique, au lieu d'envoyer des médecins, a trouvé bon d'envoyer l'armée américaine. Et demander, on vous dira jusque-là, cette armée américaine a trouvé donc raison de s'implanter là-bas et les Américains sont toujours là. Et tous les pouvoirs qui se sont succédés au Congo, et même au niveau de l'Union africaine, en tout cas,
doivent savoir, et ils le savent, que Ebola, ce n'est pas une maladie naturelle. Non, c'est une maladie fabriquée par les êtres humains, et spécialement le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Puisque quand vous suivez même dans les archives, il y a beaucoup d'Américains qui font pression contre le gouvernement, soit disant que Ebola, c'est une business, une sorte d'affaire pour le gouvernement américain. En ce sens que l'Amérique seule a ce qu'on appelle la patente, donc a le droit de trouver le vaccin. Amérique, donc même au ministère des Commerces, le gouvernement américain a déjà déposé donc une sorte de brevet, une sorte de patente, soit disant que donc seulement les États-Unis d'Amérique doivent trouver donc une remède pour soigner Ebola. Et beaucoup de combattants, les défenseurs des droits humains, sont en train de bousculer le gouvernement américain, en lui disant que tu ne peux pas sauter pour dire que toi seul, tu peux vendre donc, le virus pour mettre fin à la propagation d'Ebola, si tu ne connais pas d'où cela est venu. Parce que vous savez, avec les grandes puissances, ce qu'ils font, quand ils créent un virus, c'est-à-dire ils ont déjà un remède pour soigner ce virus-là. Mais ils ne le font pas, pourquoi? C'est toujours dans l'esprit d'avoir des bénéfices, trouver l'argent. Quand ils injectent ce virus-là chez des gens, surtout en Afrique, car c'est le terrain là où on utilise les gens comme des cobayes. Pourquoi? Les gouvernements africains sont des gouvernements dirigés. Donc, je ne sais pas par quel genre de dirigeants, qui ne se demandent jamais, qui ne se posent jamais de questions, et quand même, qui ne font même pas des enquêtes, et qui ne se révoltent même pas, qui ne demandent même pas à l'Organisation mondiale de la santé de s'expliquer. Alors, c'est ça le grand problème qu'on a. Mais j'espère que le gouvernement congolais, s'il existe encore, fera un effort. Mais ce qui est vrai, que les Congolais ne se laissent pas donc injecter ce soi-disant vaccin. Sinon, ça va leur créer encore des problèmes. Parce que tous les médicaments que ces gens fabriquent, ça a des effets. Ce qu'on appelle des side effects. Les effets secondaires. On t'injecte ça, soit disant que c'est pour soigner ceci ou cela, ça aura des effets. Peut-être derrière ça, ils ont déjà caché donc d'autres virus, d'autres acides, pour éliminer la grossesse des femmes, par exemple. Parce que la plus grande guerre que les Occidentaux sont en train de faire contre les Africains, c'est de chercher de diminuer la population africaine qui est en train de croître. Et l'Afrique, c'est l'avenir. Tout le monde dit l'Afrique, c'est le monde de demain. Tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ils le savent. Et ils savent que pour diminuer cela, il faut piéger les Africains. Et comme des gouvernements africains sont composés de personnalités irresponsables, ils peuvent amener n'importe quoi, ou gratuitement, ou à moindre frais. Vous acceptez ça, soit disant que c'est un vaccin, vous injectez dans les gens, et pour la suite, pour remarquer que ça commence donc à soit tuer votre population, ou bien à injecter, c'est-à-dire à mettre dans l'organisme humain dans une sorte de déficience sur un plan. Donc il faut que les gens fassent attention. Et deuxième point, pour ceux qui aiment donc les royaumes et les rois, ils ont la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le Burundi, il y a quelques semaines, est passé de république à un royaume. Et ils ont leur roi déjà, donc leur Mwami, qui est Pierre Nkurunziza, qui a réussi à bousculer le Burundi, à organiser un référendum qui va lui permettre de rester au pouvoir selon ce qu'il dit, jusqu'en l'an 2034. Et si vous faites des calculs, je ne sais pas si l'homme sera encore en vie, ou bien c'est quand il va vieillir, quand il n'aura plus d'efforts. Et ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, des sources proches du gouvernement, Pierre Nkurunziza est en train donc de former déjà son fils, l'un de ses deux fils.
Il l'amène souvent en Chine, c'est pas, en Russie, je ne sais pas si c'est les 2 enfants ou bien l'un seulement, pour donc s'entraîner militairement afin de prendre la relève dans un plus proche délai quand le papa va se sentir fatigué à exercer la dictature sur le peuple burundais. Maintenant, quand nous entrons au Congo démocratique, je pense que vous êtes tous en train de suivre les nouvelles. Il y a une sorte de descente aux enfers de la Kabylie. Donc, pour ceux qui savent lire les signes des temps, il faut bien voir que ça commence à avancer, lentement mais sûrement. Ce sont les signes des temps. Pour ceux qui ont vu comment Mobutu était parti, donc doivent déjà commencer à lire les signes des temps. Et on va en parler, mais avant d'entrer dans la profondeur de ce sujet, vous avez vu qu'il y a un certain Mirindi. Je ne sais pas s'il est juriste ou bien un homme là spécialiste en droit constitutionnel qui a excellé ces derniers temps à vouloir expliquer ou bien expliciter donc les articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, il veut jouer au sage pour montrer aux Congolais que le président Kabila donc, peut rester au pouvoir s'il le veut. Aucune personne ne peut l'empêcher parce qu'il y a une possibilité cachée quelque part dans les articles ou bien entre les articles de la Constitution congolaise. Et quand vous suivez tout ça, il dit non, il n'a pas été commandité par personne, c'est lui-même comme ça parce que c'est un scientiste, tout ça. Mais il y a eu une audio qui a été interceptée dernièrement. On a vu que c'est le politicien José Makila. Donc l'homme est allé parler, c'est pas la MONUSCO, à certaines autorités là-bas des Nations Unies, et il donnait le rapport à celui ou bien à l'un de ceux qui l'ont envoyé pour déjà commencer ce mouvement-là qui aboutira à pousser le peuple congolais de force, comme au Burundi, à obéir à un référendum que la Kabylie organisera pour nous imposer Joseph Kabila de force. Et le soi-disant Mirindi, dans l'audio, expliquait très bien à son excellence, José Makila. Alors c'est tellement triste si les Congolais, malgré leur diplôme, nous avons toujours dit, leur doctorat, leur ingénierat, ne parviennent pas donc à comprendre le jeu qui est en train d'être joué au Congo. Mais parce que, selon moi, si tu te dis que tu es docteur, tu es ingénieur, spécialiste dans une science et surtout dans le droit constitutionnel, les relations internationales, tu dois savoir que le Congo est occupé. Kabila, c'est la dictature, sauvage même. Malgré les tueries qui sont en train d'être exercées au Congo démocratique, si quelqu'un doit sortir, comme ce Mirindi en question, pour chercher à protéger Kabila, pour qu'il reste là, en tout cas, ces messieurs-là méritent un châtiment. Ce sont des gens qu'il faut pendre. S'il y a changement de régime, il faut poursuivre ce genre de personnes jusqu'au plus profond du trou où ils seront et les punir, même par la peine capitale. On s'en fout. Parce que les Congolais doivent apprendre à respecter donc la constitution de leur pays, les lettres, ce qui est écrit, et à respecter la nation, donc le peuple congolais. Tu ne peux pas donc nager à contre-courant, c'est-à-dire faire fi de toute la population congolaise. Donc, pour tes intérêts ou bien les intérêts de tes maîtres, donc, que le peuple continue à mourir physiquement, à mourir de faim, à souffrir et à quémander. Mais toi, tu te bats pour sauver une personne, un petit groupe là des gens. Donc ça ne peut pas se faire au Congo démocratique. Et déjà, comme je disais, ceux qui savent lire le signe des temps, ils doivent déjà savoir que les langues commencent à être lourdes du côté de la Kabylie. Mais c'est sûr, on a vu ça au temps de Mobutu. Bien que les choses sont en train d'avancer, les temps sont en train de changer, il ne manque jamais
des gens têtus, des gens bavards, qui vont montrer qu'ils seront capables donc d'endiguer donc le tsunami qui est en train de venir. Ils vont bloquer les tsunamis, tout ça. Ils vont nous dire n'importe quoi. Ça, ce ne sont que des discours politiciens. Mais la vérité, c'est que si ça chauffe, ils vont fuir. J'ai suivi pour la première fois le porte-parole de la Kabylie, Monsieur André Alain Atundu. Parce que vous savez déjà à Kinshasa, il y a déjà des banderoles partout, des pancartes, des photos géantes, donc demandant à Kabila de rester donc éternellement au pouvoir. On ne va pas nous dire que c'est le peuple congolais qui cherche à ce que Kabila puisse rester, non. Puisque Kabila, c'est le mal. Le mal actuel au Congo démocratique, c'est Kabila et la Kabylie. Donc, les gens qui sont en train de le suivre. Et dire au peuple congolais aujourd'hui que le peuple n'est pas fatigué de Kabila. Totondiote, ça c'est insulter le peuple congolais et c'est mentir. Et il faut tout faire pour que cette campagne-là, qui n'est d'autre qu'une pression venant de Kabila lui-même et de la Kabylie, pour faire du théâtre encore, soutenir Joseph Kabila et vouloir à ce qu'il puisse rester au pouvoir. En tout cas, nous ne voulons plus de ça. Après, André Alain Atundu, qui pour la première fois a essayé de contrôler sa parole, disant que cette campagne-là qui est en train d'être battue à Kinshasa, ça ne vient pas de la présidence, ça ne vient pas de la majorité, et que Kabila a donné sa parole, qu'il va faire 2 mandats et qu'il ne fera pas un 3e mandat. J'ai dit donc, à part André Alain Atundu, il y a Lambert Mende. Vous avez suivi dernièrement, il y a eu une rencontre, donc d'abord du président rwandais Paul Kagame, quand il est parti en France. Il a parlé au président français Macron, et en marge de tout ce qu'ils ont fait, ils se sont enfermés pour parler de la République démocratique du Congo, qui est maintenant un pays en voie de disparition. Un pays dont le désordre est en train d'inquiéter même le diable. C'est-à-dire même ceux qui ont soutenu les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui au Congo commencent à sentir le poids de ce pouvoir maléfique-là. Donc le pouvoir-là commence à peser négativement. Ils veulent maintenant s'en débarrasser. Et comment se débarrasser de ce pouvoir? Il y a maintenant des tractations par-ci, par-là. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut vraiment faire attention. Il faut ouvrir les yeux. Il faut mener des enquêtes. Non pas lire ce qu'on vous écrit seulement. Lire entre les lignes souvent pour savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Kagame a parlé au président Macron. Et après Kagame, il y a eu, c'est pas M. Lourenço, le nouveau président angolais. Il est allé aussi en France. Il a parlé au président français Macron, toujours de la situation au Congo. Et vous savez, dans leur langage, ils disent qu'ils ne sont pas en train de comploter ou bien de faire quoi que ce soit contre le Congo démocratique. Donc, ils ne sont pas en train d'agir secrètement, nuitamment, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font ouvertement. Parce que ce sont des choses qui avaient été signées, des choses qui avaient été écrites, acceptées par la classe politique congolaise dans ce qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre. Kabila a promis et a continué à promettre. Et beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs se sont rendus compte et continuent à se rendre compte que Kabila n'est pas honnête. C'est un monsieur qui ne respecte jamais la parole. Donc, un monsieur à qui il ne faut pas faire confiance. Et si tout le monde doit fermer les yeux, donc laisser Kabila régner éternellement, donc ce serait rendre un mauvais service au peuple congolais. Et
demain ou bien après-demain, Dieu posera la question, non pas seulement aux Congolais, à ceux qui ont créé cet état de désordre et qui se sont tenus à l'écart pour regarder le peuple congolais en train de mourir et tirer les ficelles dans l'ombre. Et je pense que chaque chose a son temps. Et quand vous suivez maintenant tous ces balais diplomatiques, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ils sont allés en France parler du Congo. Tout le monde dit que c'est au peuple congolais de changer son destin. Et comment changer le destin du peuple congolais? Si vous regardez la classe intellectuelle congolaise, n'a pas droit à la parole. Donc on est en train de fouetter les Congolais, donc de les bousculer, de les tabasser, de les tuer de toutes les manières, par la famine, la privation, donc terreur, prison, dans des cachots là-bas, dans les geôles de l'ANR, pour que le peuple congolais, surtout la classe intellectuelle, ne puisse pas parler. Et c'est pour cela que nous disons, il faut que quelque chose soit fait. Kagame est allé en France. Avant de parler à Macron, officiellement, on nous a dit qu'il est allé prendre part à un salon, Vivatech, c'est-à-dire un salon de technologie. Et quand vous regardez tout ça, par technologie, on entend donc l'électronique. Mais comment Kagame doit avoir un rôle très grand, très important? Donc, il est devenu un monsieur là, président d'un petit pays pauvre d'Afrique, mais qui, au fil du temps, est devenu incontournable. Donc, quand on parle de technologie de pointe, quand on parle de start-ups, quand on parle d'électronique, tout cela pourquoi? Parce que Kagame a la main mise sur la République démocratique du Congo depuis un temps, avec l'indolence et la complicité des politiciens congolais. C'est pour cela que vous avez vu, on ne consulte pas le domestique pour faire un changement. On consulte celui qui a les clés du pouvoir, le maître. Et selon la hiérarchie, le maître direct de la Kabylie, c'est Kagame. On peut même citer Museveni qui a aussi un rôle quelque part, avant que les autres maîtres soient dénichés en Europe ou bien dans le continent américain. Donc Kagame est allé, on le prend avec tout le respect. Kagame a déjà instauré au Rwanda un système, donc l'idéologie électronique. C'est-à-dire, ils sont en train de développer l'électronique dans leur pays avec de la matière, spécialement le coltan, Colombo Tantalite, venu du Congo démocratique. Mais on a des gens au pouvoir qui disent contrôler le territoire congolais, qui disent contrôler les richesses du Congo pendant une vingtaine d'années maintenant, mais qui ne savent pas qui prend les richesses, où elles vont et ce qu'on en fait. Ou bien s'ils le savent, ce sont des complices qui sont là pour travailler comme des hommes de main pour d'autres nations. Donc Kagame est allé à Paris prendre part au salon Vivatech en tant que maître de l'électronique, maître du coltan. Il a rencontré tous les grands bonnets du numérique. Et si vous avez vu des images, autour de lui, tout le monde n'était que blanc. On avait vu des messieurs Facebook, de Zuckerberg, on a vu des représentants de Google, des représentants de Twitter, des représentants, je ne sais pas de quoi. Tous ces gens-là, blanc sur blanc, étaient là. Et au milieu, il y avait Kagame, tout près du président français Emmanuel Macron. Alors, il faut comprendre comment quelqu'un venant d'un pays qui vient de nulle part,
un pays pauvrement pauvre, qui vit sous la perfusion d'autres États et de la communauté internationale, doit brusquement être respecté, appelé même, donc pour être le témoin, bien le représentant suprême en Afrique de la technologie, si ce n'est que le pillage qui est en train de se faire au Congo, avec la complicité de la Kabylie, l'indolence de certains politiciens congolais dans la majorité présidentielle et même dans l'opposition. Et je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Il appartient à nous, Congolais, où que nous soyons, de tout faire pour combattre cette histoire et nous réapproprier notre pays. Tout est possible. À ceux qui croient d'abord, qui s'organisent et qui se décident à se lancer dans l'arène pour se battre afin de changer donc la destinée de leur pays. Comme je l'ai dit, il y a maintenant Kagame qu'on est en train de consulter et le président angolais. Kagame, on dit, on le consulte à titre de président de l'Union africaine. Et le président angolais Lourenço, lui, il est le chargé, c'est pas de la sécurité, dans SADC. Alors vous allez comprendre que on ne s'intéresse plus à ceux qui sont au pouvoir au Congo démocratique. Pourquoi? Parce qu'on voit en eux des aventuriers, des gens qui ne sont pas sérieux, des prédateurs, des tueurs, des menteurs, des voleurs, des pillards, des gens qui ne tiennent pas la parole. Vous dites, vous êtes au pouvoir au Congo, mais comme Lambert Mende s'était plaint, ce n'est pas hier, qu'il condamne en tant que porte-parole de la Kabylie, il condamne ce qui est en train de se faire en dehors de la République démocratique du Congo. Il condamne toute personne qui doit se mettre en réunion avec d'autres personnes pour parler de la République démocratique du Congo sans les Congolais eux-mêmes. Ça, c'est jouer avec les Congolais. Est-ce que Lambert Mende va nous dire que le pouvoir qu'ils ont là, c'est le pouvoir qu'ils ont eu d'eux-mêmes? Le pouvoir de Kabila, on le sait, la Kabylie, c'est un pouvoir venu du Rwanda. C'est pour cela, c'est tout à fait normal, c'est logique. On n'appelle pas un domestique, on n'appelle pas un gardien là-bas, un monsieur de la sécurité là-bas, pour aller dans une réunion là où on doit prendre des grandes décisions. On appelle le maître. Et pour leur prouver, donc grandement, que le maître, qui doit avoir une parole, qui doit jouer un rôle, agir, pour qu'il y ait un changement quelconque, c'est-à-dire dans le bien, tout comme dans le pire, au Congo démocratique, ce n'est pas Joseph Kabila. Ce n'est pas un Congolais du gouvernement de la Kabylie. C'est Paul Kagame, Museveni et les autres. Ils sont allés là-bas, ils ont donné leur point de vue. Et Lambert Mende a pleurniché déjà. Et ça montre que la Kabylie sent déjà que leur système est en train de faire une descente aux enfers. Ça peut durer un peu de temps, mais soyez-en sûrs, cela aura lieu. Kabila va partir. Puisque le diable même, quand vous remarquez, tous ces gens qui l'ont utilisé, qui ont utilisé la Kabylie, ce sont des démons, des diables. Souvent même les diables commencent maintenant à se fatiguer. Les diables commencent maintenant à raisonner pour que le Congo soit laissé tranquille, pour qu'il y ait même changement au Congo. Alors que les plantons, les domestiques qu'on est en train d'utiliser, notamment Kabylaïs, au soi-disant régime, sont en train de vouloir rester au pouvoir. On vous dit ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. On ne peut pas vous consulter, car le pouvoir n'était pas venu de vous. Vous êtes au pouvoir au Congo, non pas par vous-même. Vous ne vous êtes jamais battu pour ça. Vous êtes là parce que quelqu'un vous a mis là-bas. Et bien sûr, nous le savons, c'est la grande main des Occidentaux, en passant par l'Ouganda et le Rwanda de Kagame. C'est-à-dire, s'il faut qu'il y ait changement au Congo, les Occidentaux n'ont pas besoin d'aller consulter Joseph Kabila, qui n'est qu'un domestique, un garçon de course. Ils doivent consulter Kagame, car c'est lui qui sait
ce qui est en train de se jouer au Congo véritablement. Ils doivent consulter d'autres présidents, même si Lambert Mende est en train de pleurer. En tout cas, c'est le commencement des pleurs. Ils n'ont pas encore pleuré. Ils vont pleurer bientôt. Vous avez vu, en marge du salon de la technologie en France, Kagame est allé aussi donc présenter la candidature de Louise Mushikiwabo, qui est dans le gouvernement du FPR de Kagame, pour qu'elle soit la prochaine secrétaire générale de la francophonie. Et quand vous regardez tout ça, on nous dit que d'avance, Emmanuel Macron est en train de supporter la candidature de la dame rwandaise là-bas, Louise Mushikiwabo. Et cela a sonné d'une manière bizarre aux oreilles et à l'esprit de beaucoup de personnes qui raisonnent convenablement. Comment voulez-vous supporter la candidature? Je m'adresse un peu à la France et à Macron. D'une personne qui vient d'un gouvernement d'abord, qui a pris le pouvoir par la force, ce qui est contraire donc aux lois de la francophonie, un gouvernement dictatorial, un gouvernement, c'est-à-dire qui a une armée monolithique, un gouvernement ethnique, c'est pas ethnique, qui n'est représenté que par une seule ethnie. Et dans un pays qui a refusé au plus grand matin donc la fabrication donc du Rwanda de Kagame, ce pays a refusé la francophonie. Ce pays s'est soustrait catégoriquement de la francophonie pour embrasser donc l'anglophonie, le Commonwealth. Et il a eu le soutien de beaucoup de grands bonnets anglophones, anglo-saxons dans le monde, tels que de Bill Clinton, de Tony Blair, avec la bénédiction de la reine d'Angleterre qui voyait des gens dans son escarcelle, un autre pays qui est venu s'ajouter pour agrandir son royaume. Et au fil des ans, on voit tous, ce n'est pas un secret, que les relations entre le Rwanda et la France ne sont plus au beau fixe. Il y a toujours quelque chose qui doit être réglé pour que les choses soient correctes. C'est-à-dire le génocide du Rwanda. Kagame n'est pas venu finir le génocide du Rwanda. Ça, c'est la version de ceux qui ont gagné cette guerre. La version de ceux qui l'ont soutenu. Car ils sont les maîtres des médias, c'est eux qui écrivent des livres, c'est eux qui doivent imposer leur point de vue au monde entier. Car ils savent que dans le monde, beaucoup de gens n'ont pas le temps de chercher. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de se poser des questions. Ils sont là pour accepter tout ce que disent les médias donc occidentaux, et spécialement qu'on appelle en anglais les mainstream media. Ils le savent très bien que la crise qui est au Congo démocratique principalement et dans la région des Grands Lacs a été fomentée, fabriquée de toutes pièces par les anglo-saxons pour venir déstabiliser la France et la Belgique afin d'avoir même mise sur la situation dans la région des Grands Lacs, notamment le Congo démocratique. Car c'est lui qui doit avoir la main sur le Congo démocratique. C'est celui qui doit contrôler le monde. Car le monde aujourd'hui se contrôle par les armes nucléaires, la technologie de pointe qui est l'électronique. Et le seul pays au monde qui a dans son sous-sol donc des matières, des minéraux, 80% des minéraux global, mondial, qu'on doit se servir pour améliorer, faire avancer, même créer de nouvelles technologies de puissance. 80% de ces minéraux là-bas se trouvent
au Congo démocratique. Et les Américains les avaient vus au moyen de leurs satellites. Et pour supplanter la France et la Belgique, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Créer une catastrophe. Ils ont créé un génocide. Et comme ils sont les maîtres, partout, à l'ONU, c'est eux. Cour internationale, je ne sais pas, de la paix, la justice, tout ça. Dans toutes les institutions du monde, c'est eux qui sont là. Ils ont réussi à se couvrir. Et Kagame n'est pas avec les Français. Il a tourné le dos à la France. Et il est toujours en contentieux ouvert avec la France. Et regardez aujourd'hui, la même France, après avoir hésité, après avoir murmuré, après avoir voulu traîner Kagame devant la Cour internationale pour les crimes que Kagame a commis, puisqu'on va nous chanter que le génocide a coûté la vie de 800 000 Rwandais, spécialement Tutsis. Ça, c'est une façon de le dire. Mais Kagame est entré au Congo. Et en entrant au Congo démocratique, Kagame a décimé les camps de réfugiés Hutus. On ne va pas nous dire que tous ces gens qui sont morts là-bas, c'était les génocidaires. Il y avait des femmes, des vieillards, des jeunes, des enfants. L'exemple de Tingi Tingi. Kagame a décimé avec la complicité de l'ONU, j'ai toujours chanté ça. L'ONU a empoisonné la nourriture. Et quand les réfugiés Hutus ont mangé ça, ils étaient affaiblis, les autres étaient morts. Kagame est venu les achever. Et les statistiques nous disent que le total des camps qui étaient là était couvert par un nombre avoisinant les 750 000 réfugiés Hutus. C'est-à-dire si d'un côté, au Rwanda, on nous dit que le génocide rwandais, spécialement des Tutsis, a coûté la vie à plus ou moins 800 000 personnes, et qu'au Congo, dans les camps là-bas, des réfugiés seulement, Kagame a réussi, pendant les premiers jours, à tuer plus de 750 000 Rwandais Hutus réfugiés. Et en entrant au Congo, pour faire la seconde guerre, quand le torchon commençait à brûler entre Kagame, c'est-à-dire, et Laurent Désiré Kabila, on compte aujourd'hui plus ou moins, pour ne pas exagérer, je m'arrête à 10 millions de Congolais qui sont morts. Puisqu'il y a des institutions maintenant qui avancent, le chiffre est de 12 millions. Moi, je m'arrête à 10 millions. Un criminel à qui on est en train de donner la parole en public, donner des privilèges et donner le pouvoir. Vous voyez comment la France, c'est ce que nous vous disons, ce qui est en train de se passer au Congo, je tiens même à dire, à tenir les oreilles. Il y a une dame là qui a fait une audio qui a circulé dans les téléphones de beaucoup de Congolais. À l'entendre parler son Swahili, c'est un Swahili du Kivu. Mais son intonation, c'est le Kinyarwanda. Ça doit être une petite Rwandaise, tout cela, qui a eu la chance de vivre au Congo, qui a commencé à dire, bah, Congomani monasema, et vous condamnez Kagame, que Kagame, c'est lui qui a la même mise sur votre pays. Il y a plus ou moins 500 militaires généraux, militaires gradés, Rwandais, tous dans votre armée. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, les Congolais, pour chasser? Révoltez-vous. Sans oublier que les Congolais ont essayé. Mais regardez comment est-ce qu'on les tue. Comme des mouches. Même au temps de Mobutu, on n'avait jamais vu des militaires pendant une révolte, pendant une marche, pendant donc une contestation, tuer, tirer de sang-froid sur les enfants, les femmes, entrer même dans des églises. Tuer les gens comme ça, nuitamment, pendant les jours. Et cette femme-là a voulu nous donner, nous, des leçons. Parce qu'elle est venue au Congo, elle a bénéficié, elle a volé, elle a amené au Rwanda chez son frère Kagame. Alors, elle est maintenant rassasiée. Et au lieu de remercier les Congolais, de compatir avec leur malheur, elle est maintenant en train de se réjouir et dire il faut qu'elle se taise. Si la France elle-même, qui est une puissance, parmi les 5 membres permanents, on vous dit, du Conseil de sécurité, la France, avec toute sa force, toute sa puissance, échoue de terrasser les États-Unis d'Amérique. La France commence à murmurer aujourd'hui, à vouloir négocier avec Kagame. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Kagame qui est seul comme ça devant la France. Kagame a derrière lui les anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et
Donc, ce qu'on appelle le Royaume-Uni. Et par Royaume-Uni, comprenez, il y a la Grande-Bretagne, il y a le Canada, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, blablabla, beaucoup de pays là. Et cette femme veut nous dire le contraire. Ça, c'est être aveuglé ou bien ne pas savoir ce qui est en train de se passer au Congo et dans le monde. La France a essayé par tous les moyens. Maintenant, la France est en train de murmurer. Bien qu'on a tué les militaires français au Rwanda. On a tué même les gens qui étaient dans l'équipage. Quand on avait bombardé l'avion du président Feu Habyarimana, on a tué l'équipage qui était composé des Français aussi. Parce que le pilote était français. Et son copilote et tout ça. Hein? Et comprenez, si la France est prête à sacrifier donc ses Français, ses propres citoyens blancs, et à combien plus forte raison, vous les Noirs d'Afrique. C'est-à-dire, ce sont maintenant les affaires qui priment. Et comprenez que Kagame n'est pas seul, il y a des puissances derrière Kagame. Et une personne normale doit le comprendre, au lieu de vouloir rigoler, donner des leçons aux Congolais. Et je disais donc, le Rwanda, c'est un soustrait. Donc c'est un soustrait, je veux dire, de la francophonie. Maintenant, avec le soutien d'Emmanuel Macron, ils veulent que Louise Mushikiwabo soit le prochain secrétaire, je ne sais pas, général, ou bien la prochaine secrétaire générale de la francophonie. On peut maintenant se poser la question, qu'est-ce que le Rwanda apporte à la francophonie d'abord? Même quand le Rwanda était dans la francophonie au temps de Biarimana, qu'est-ce que le Rwanda a apporté, plus que le Congo démocratique? Puisqu'on vous dit, selon les chiffres qui ne viennent pas de nous Congolais, qui viennent de la francophonie elle-même, on nous dit le plus grand pays francophone du monde, de la planète Terre, ce n'est pas la France, ce n'est même pas le Canada. Le plus grand pays francophone, même l'Algérie, ce n'est pas l'Algérie. Le plus grand pays francophone du monde, c'est le Congo démocratique, Congo-Kinshasa. Nous sommes devant même la France. Parce que chez nous, il y a une population grandiose. Donc, c'est chez nous qu'on trouve une grande population en nombre qui utilise la langue française dans la vie. C'est-à-dire, le Congo démocratique a contribué à maintenir la langue française. Puisque sans le Congo démocratique, regardez la vitesse avec laquelle l'anglais est en train de couvrir le monde. Le français ne devait pas rester comme ça. Le français devait déjà être enterré. C'est-à-dire, c'est nous Congolais, parce que nous utilisons cette langue là-bas, même comme langue d'administration, même dans la vie courante. C'est nous qui avons aidé aux Français, à la langue française de résister. Mais si aujourd'hui, Emmanuel Macron veut laisser les Congolais à côté pour aller donner le flambeau, donc le pouvoir de la francophonie au Rwanda, un tout petit pays. D'abord, quand un Rwandais parle français, il vous parle un mauvais français. Les Rwandais vous parlent un mauvais français. En majorité, leur langue ne peut pas cohabiter avec le français convenablement. Et vous remarquez même au Rwanda, si vous entendez un Rwandais parler un bon français, soit il a étudié au Congo, même au Burundi. Les professeurs congolais qui sont allés au Rwanda et au Burundi, qui ont donné le cours de français à ces Rwandais, à ces Burundais-là, ont créé donc un climat qui fait que les Rwandais là ou bien les Burundais là peuvent parler français convenablement. Au lieu de nous récompenser, nous les Congolais, on veut maintenant donner le pouvoir de la francophonie aux Rwandais, qui ne parlent même pas français convenablement, qui ont déjà quitté même de la francophonie. Chaque bitoka à moi, en francophonie, anglophone. C'est là où les Congolais, vous devez ouvrir les yeux. Et tout ça, c'est quoi? Parce qu'on a des idiots au pouvoir à Kinshasa. Des imbéciles cruels qui ont la tête vide, banyangalakata, banyama, bashenji, mais qui n'ont que les armes pour s'exprimer. Et qui pensent que pour mener un pays, pour diriger un pays, pour imposer ta volonté, il ne faut pas dialoguer avec les gens.
Il ne faut pas exposer tes idées, chercher à convaincre le peuple d'une manière intellectuelle, d'une manière humaine, parce que le peuple raisonne aussi. Le peuple peut dire oui ou non. Nous prenons ou bien nous ne prenons pas votre proposition. Mais ces criminels de Kinshasa, de la Kabylie, ignorants, imbéciles qu'ils sont, quand vous les regardez tous, des idiots, mais qui ont trouvé leur proie facile dans le peuple congolais, qui dirige le Congo avec des armes à la main. C'est pour cela qu'on les traverse comme ça. Si au Congo, il y avait des gens au pouvoir, ils pouvaient même résister. Et sachez que cette histoire de la francophonie, si le Congo-Kinshasa se lève et dit à la France, ok, donnez le pouvoir de la francophonie à d'autres personnes. C'était au Canada, avec la Jean là-bas, c'est pas Madame Jean. Ça va aller au Rwanda, un tout petit pays là où ils ne parlent même pas français. S'il y avait des gens avec pantalons, comme on dit en Côte d'Ivoire, au Congo, des garçons forts, ils allaient dire, ok, quand vous ne nous prenez pas en considération, nous, le peuple congolais, nous avons abandonné la langue française. Vous voyez comment la France va trembler. La France va beaucoup trembler et le flambeau n'ira même pas au Rwanda. Parce que je me souviens quand M. Laurent Désiré Kabila était venu, pour ceux qui suivaient, qui avaient un âge, quand même, là ils pouvaient comprendre les choses. M. Laurent Désiré Kabila était venu. Après avoir raclé le pouvoir de Mobutu, Kabila a pris le pouvoir. C'était aussi un moment là où on devait organiser la francophonie. Je ne sais pas au Congo encore comme ça. Kabila a dit non. Tous les présidents francophones étaient allés à cette réunion là-bas. Puisqu'au Congo, il y avait la guerre venait de finir, il n'y avait pas de stabilité, on ne voulait pas le faire là. Donc on ne veut pas faire cette francophonie là-bas. Ils les ont invités, je ne sais pas là, ils étaient partis, c'est passé au Sénégal, quelque part là pour se réunir. Kabila avait saboté cette histoire, n'avait pas donné trop d'importance à la langue française. Et je pense que si nous étions avec Laurent Désiré Kabila Mouzé jusqu'à aujourd'hui, et à l'allure, donc avec l'allure qu'il allait donc, conduire le Congo, la direction dans laquelle il allait diriger le Congo démocratique, moi je pense que le Congo allait mettre donc la langue française dans la poubelle. La preuve c'est que Laurent Désiré Kabila avait fait sortir la monnaie franc congolais, vous avez vu vous tous. On avait écrit d'abord en Swahili, premièrement. Deuxièmement, en anglais. Et seulement, troisièmement, en français, sur ces billets de banque. Et c'est pour vous dire que Kabila comprenait aussi que la francophonie, ça ne nous sert à rien. C'est une langue d'abord en voie de disparition. L'anglais a tout dominé. Même dans des secteurs, là où les gens pouvaient parler swahili, français, remarquez aujourd'hui dans le monde, dans vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs dans la maison, vos laptops, beaucoup de machines électroniques qu'il faut utiliser. C'est l'anglais qui est la langue électronique. Par sa concision, sa beauté, je ne sais pas, l'anglais a conquis le monde entier. C'est très facile. Quand on te dit on, c'est-à-dire ça doit fonctionner. Quand on te dit off, c'est pour éteindre. C'est très facile. Mais s'il faut écrire en français, ça sera des longues phrases. Vous comprenez, l'anglais a déjà tout pris. Et le français commence. Ça, c'est saboter les Congolais. Ça dit, vous nous utilisez, nous. C'est-à-dire, nous, les Congolais, nous sommes là pour détenir, maintenir la marmite de votre langue pour que ça ne puisse pas se déverser. Pour que votre langue, le français, ne puisse pas se déverser et connaître une grande perte. Nous avons soutenu la langue française. Et c'est grâce à nous, Congolais. Nous sommes devant la France. En francophonie, si on veut classer, le Congo, c'est le premier pays francophone du monde. Suivi de la France, du Québec, au Canada, et maintenant des autres pays qui suivent en désordre là-bas. Et vous voulez amener votre langue ailleurs, tout en sachant que, chez nous d'abord, si nous avons la situation que nous avons aujourd'hui,
la France n'est pas innocente. C'est parce que la France est venue soutenir Mobutu. Toujours dans leur cadre de la francophonie là-bas. La France a demandé à Mobutu de lui laisser l'aéroport de Goma au plus grand début. Suivez l'Afrique en morceaux, le film qu'Engadon est en train de parler. Coup de téléphone venant de l'Élysée. C'est pas c'est Jacques Chirac, tout ça. On avait demandé à Mobutu de, s'il vous plaît, de nous laisser l'aéroport de Goma pour que les Français puissent venir descendre, faire leur base là-bas aux alentours, afin de leurs opérations. De commencer leurs opérations, et de là, il y avait l'opération turquoise, pour aller mettre fin à la rébellion de Kagame qui était en train de venir attaquer le gouvernement d'Abiyarimana, qui était un gouvernement légal, un gouvernement au pouvoir, parce que Kagame n'était qu'un rebelle. Or, dans la loi internationale, un gouvernement ne collabore qu'avec un autre gouvernement. Un gouvernement ne peut pas collaborer avec des rebelles. C'est dans ce sens-là, quelque part, Mobutu aussi avait raison. Puisque Kagame n'était rien. Le FPR, c'était un groupe de rebelles, mais qui avait le soutien dans le noir des États-Unis d'Amérique et d'autres pays anglo-saxons. Mobutu a lutté. Et pour vous montrer que les FPR qui venaient là-bas, les Ngotani, comme on les appelle, n'étaient pas eux. Ce n'étaient pas eux seuls qui avaient tout l'arsenal, l'argent, tout ça. Il y avait un grand frère derrière. Vous avez vu. Ils ont combattu la France. Mobutu a envoyé même des militaires congolais qui sont allés au Rwanda. Qui sont allés même, le général Maëlé est allé au Rwanda. Il a même fait une semaine pour faire revenir la paix. Le général Maëlé a même régné au Rwanda pendant 7 jours, avant de remettre tout en ordre et rentrer au Congo démocratique. Mais malgré l'intervention du Zaïre de Mobutu, pour aider un autre gouvernement légal, malgré l'intervention de la France, dans le cadre donc, de la francophonie, donc les gens qui étaient derrière le FPR de Kagame étaient très forts. Parce que c'était la superpuissance, c'était l'Amérique. Ils ont utilisé les armes dernier cri, un feu très puissant. Et les Français étaient obligés à replier, et même les Belges. Ils ont connu des défaites. On a tué beaucoup de Belges, suivez. On a tué beaucoup de Français. Ils étaient obligés de replier, de rentrer au Congo à Goma et de laisser les choses comme ça. Et Kagame est entré. Il a pris Kigali. Il a installé son pouvoir. Première action, comme j'ai dit, c'est de sortir le Rwanda de la francophonie pour le faire entrer dans l'anglophonie qui est le Commonwealth. Et comme pour vous dire que c'est à cause du Rwanda, c'est à cause de la France qui avait demandé à ce que Mobutu puisse lui laisser Goma. La même France a aussi demandé à Mobutu d'ouvrir la frontière pour qu'il n'y ait pas encore clash entre les Hutus. S'il fallait fermer la frontière congolaise, encore zaïroise, et que les Hutus ne pouvaient plus trouver les Hutus rwandais ne pouvaient plus trouver une issue par où sortir, ils devaient faire face, même à Kagame avec son armée. Et les Hutus étaient forts. Parce qu'en fuyant, ils avaient fait avec des chars de combat, des autoblindés, l'artillerie, même de l'argent. Ils ont démonté des banques. Ils ont fui avec tout. Ils étaient encore forts là-bas. Avec la pression des États-Unis à l'ONU, on a dit à la France de peser sur Mobutu pour que Mobutu puisse ouvrir les frontières. Afin que les Hutus là-bas, qu'on appelle tous génocidaires, qui n'étaient pas tous génocidaires. Oui, il y avait des génocidaires et les autres c'était des innocents. Pour qu'ils puissent entrer au Congo. Ce n'est pas entrer au Congo pour créer le désordre. C'est entrer au Congo pour que Kagame ne puisse pas fuir. Puisque si les Hutus, Mobutu avait dit, je ferme ma frontière, je refuse, ils devaient rester là-bas. Ils étaient très nombreux d'abord, ils étaient encore armés. Ils devaient se battre, en quelques heures, en quelques jours, ils allaient encore chasser Kagame du pouvoir. Et quand les Américains pesaient à l'ONU, dans toutes les institutions, même à la Maison-Blanche, parce que c'est Bill Clinton qui était là. Quand on faisait le génocide du Rwanda, Bill Clinton suivait ça par satellite. Beaucoup d'officiers lui disaient, non, nous devons aller intervenir au Rwanda. Parce que ce qui est en train de se jouer là-bas maintenant, c'est tellement grave. C'est comme si on est en train de tuer maintenant les gens. La minorité est en train maintenant de décimer la majorité est en train de décimer la minorité.
pour se venger parce que la minorité est en train d'attaquer donc le pays, de déstabiliser le Rwanda. Bill Clinton a refusé. L'ONU a parlé à Bill Clinton. Bill Clinton a refusé. Et qui était secrétaire général de l'ONU là-bas? C'était Boutros Ghali, l'Égyptien, francophone encore. Bill Clinton a refusé d'écouter la parole dans les conseils du secrétaire général de l'ONU de ce temps-là, Boutros Ghali. Pourquoi? Parce qu'il était francophone. Donc c'était le combat. Tout ce qui se passe donc dans la région des Grands Lacs, si nous voulons analyser ça, en bref, c'est quoi? C'est le combat des Américains. Donc dans un groupe, il y a les anglophones et dans d'autres, il y a des francophones. C'est-à-dire les francophones et les anglophones ont trouvé bon de venir se battre au Congo. Donc le Congo, c'est un terrain de combat, un champ de bataille. Et c'est ce qui nous a apporté des problèmes. Et comme Kagame bénéficiait de la puissance américaine, donc de la puissance américaine dans toutes les institutions, même l'ONU, pour amener l'ONU afin d'aller voir ce qui s'est passé au Rwanda, on a amené un Canadien, le général Dallaire, qui était québécois, francophone, mais qu'on avait corrompu. Un francophone qui n'aimait pas la France, qui n'aimait pas la francophonie, qui avait un penchant pour les Américains. Et ce général Dallaire est allé avec l'ONU au Rwanda pour protéger les Tutsis qui avaient pris le pouvoir et chasser maintenant les Hutus, aider à chasser les Hutus. Nous n'allons pas vous protéger, les Hutus ont commencé à fuir aussi. Ils sont entrés au Congo. Et c'est la même ONU du général Dallaire qui avait amené des conteneurs des armes sous forme de médicaments, oh, la nourriture de l'ONU et tout ça. Nous venons en aide aux réfugiés rwandais Hutus qui ont traversé la frontière, qui sont au Congo. Puisqu'en ce temps-là, mes chers amis, le Congo hébergeait plus de 1 500 000 réfugiés rwandais au Congo. C'était un pays à part. L'ONU a amené la nourriture. Et dans les conteneurs de l'ONU qui venaient, il y avait la nourriture, soi-disant nourriture, il y avait des médicaments, il y avait, je ne sais pas, les besoins là-bas, donc ce qu'on appelle dans les termes là-bas de l'ONU, des aliments, hein, donc des, comment est-ce qu'on appelle, des food and non-food items, donc des articles alimentaires et articles non alimentaires. Mais ce n'est qu'après. Après enquête, on a vu que d'autres conteneurs de l'ONU ne contenaient pas la nourriture, bien les médicaments. Ça contenait des armes. L'ONU était venue parachuter des armes, les conteneurs de l'ONU, pour donner à Kagame et à sa milice, afin d'avoir la force et de rester à Kigali, prendre le pouvoir et rester au Rwanda éternellement. Et c'est dans les mêmes conteneurs là-bas qu'il y avait la nourriture empoisonnée, qu'on était venu au Congo maintenant, puisqu'on avait vu que les Hutus étaient au Congo, ils étaient très nombreux, plus d'1 500 000. Ils n'avaient pas moyen de les fragiliser, de les déplacer. La meilleure façon, c'était de créer la guerre pour entrer au Congo et les chasser. Les chasser comment? Puisque Kagame, avec son armée, ils étaient moins nombreux. Avec l'aide de l'ONU, la complicité du général canadien, M. Dallaire, ils ont mis du poison dans la nourriture qu'ils avaient distribuée dans les camps là-bas des réfugiés Hutu-Rwandais dans l'Est. C'est-à-dire Goma, Kivu, tout ça. Et quand les Hutus ont mangé, ils savaient que c'est conteneur tel, il y a du poison. Les pauvres réfugiés Hutus ont mangé, ils ont commencé à avoir des symptômes. La diarrhée, le vertige, les autres sont morts, une sorte de choléra, des virus là qu'on a mis dans la nourriture. Et quand ils ont vu des signes, l'ONU était là en train de regarder, OMS en train de regarder, beaucoup d'ONG étaient au courant en secret, même la Croix-Rouge était là en train de voir. Quand ils ont vu que véritablement les Hutus étaient en train de mourir, ces maintenant ils ont profité pour dire à Kagame, attaque maintenant. Ils sont démoralisés, dépaysés, affaiblis, mourants, ils ne vont pas résister. Kagame maintenant est entré pour décimer tous les Hutus qui étaient dans les camps. Et le massacre de Tingi-Tingi
C'est un grand témoignage. Et tout ça, parce que Mobutu avait accepté de servir la France. Et si nous avons des troubles chez nous, c'est parce que Mobutu avait ouvert ses bras à la France. Et en retour, la France est en train de prendre nos bourreaux, ceux qui sont venus nous tuer chez nous au Congo démocratique, nous piller, ceux qui ont violé nos enfants, nos femmes, tué nos frères, coupé des têtes, piller nos richesses pendant une vingtaine d'années pour les distribuer à leurs maîtres dans le monde. Ceux qui sont en train de déstabiliser le Congo. Et tout le monde les connaît. Pas dire tout le monde les connaît. Parce que le rapport mapping de l'ONU a cité noir sur blanc que c'est Kagame et Museveni, avec tous les groupes armés qu'on crée dans l'est du Congo. Kagame est number one, Museveni number two, et la complicité des gens au pouvoir au Congo. Parce que tout ce monde qui est là aujourd'hui, la Kabylie, ils ne vont pas nous dire qu'ils sont entrés au pouvoir, le peuple congolais les a mis là-bas. Non. Ce sont des gens qui ont participé au complot pour liquider M. Laurent Désiré Kabila. Ils sont allés pactiser avec le diable, l'ennemi du Congo, dans cette guerre, quand la guerre commençait. Et s'ils s'étaient réunis autour de M. Laurent Désiré Kabila n'allait pas mourir, car Laurent Désiré Kabila connaissait beaucoup d'histoires, beaucoup de secrets. Parce qu'en venant, c'est Laurent Désiré Kabila qui s'était assis avec ces gens-là. Tout ce qui s'était dit dans l'ombre, en pleine journée, aucun Congolais ne le sait pas. Kabila avait une notion de cette guerre. Il savait la vérité. Et même ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui, Joseph Kabila, Kanambe, tout ça, Rwandais ou pas Rwandais, si Kabila Laurent Désiré était vivant, il n'allait pas y avoir un problème. Kabila allait dire oui ou non, Joseph est congolais ou pas. Kabila allait dire, est-ce que moi, Kabila, j'ai vendu le Congo aux Rwandais? Est-ce que je leur ai donné un territoire en échange de leur aide? Est-ce qu'ils doivent prendre un morceau du Congo? Kabila allait le dire. Est-ce que les Banyamulenge existent? Kabila allait le dire. Même si nous savons, est-ce qu'il y avait un contrat signé dans le noir entre Laurent Désiré Kabila et les Kagame, Museveni et consorts, soit disant que nous allons donner une nationalité en masse, nous allons décimer des villages dans l'Est pour y installer des Banyamulenge? Kabila, Laurent Désiré allait le dire. Et comprenez pourquoi c'était un élément gênant. Un homme qu'ils avaient utilisé par astuce. Ils ne lui ont pas dit toute la vérité. Kabila croyait que Bekonam Saïdi, Akatoe Mobutu, et en retour, c'est donnant, c'est comme ça avec la politique. Les Rwandais allaient rester chez nous pour un temps, on allait les remercier, le temps de mettre de l'ordre chez nous, ils allaient rentrer chez eux et les relations diplomatiques allaient rester au beau fixe avec le Rwanda, l'Ouganda, et ça devait être une grande zone de swahiliphones. Et même, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, dans le commerce, on allait éliminer les frontières, on allait commencer à se promener facilement en montrant seulement un passeport. Qu'on allait créer, faire le business, une zone franche là-bas, on devait être très bien et ça allait participer au développement de l'Afrique centrale et du reste de l'Afrique. Pourquoi? Parce que tout le monde continue à se plaindre aujourd'hui que le désordre du Congo, le désordre au Congo démocratique, c'est ce qui bloque l'Afrique. Tout va bien pour quelqu'un qui quitte l'Est de l'Afrique. S'il veut aller à l'Ouest de l'Afrique, une fois qu'il entre au Congo, il y a des ordres. La route finit par là. Quelqu'un peut quitter l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, facilement là-bas. Même en voiture, tu roules, tu entres à Zimbabwe, Zambie. Une fois que tu entres au Congo, c'est fini. La route se coupe. Pourquoi? Le Congo, c'est un grand pays en retard. Mobutu n'a rien développé. Mobutu n'avait pas construit des routes. Tout n'a pas commencé à être démoli aujourd'hui. Ça a commencé au temps de Mobutu. Mobutu a une grande part de responsabilité aussi. Il n'a pas su éduquer les Congolais civiquement, politiquement même. C'est pour cela que nous tournons en rond. Remarquez les Congolais. Un homme qui se dit licencié, docteur. Mais quand vous regardez le raisonnement de ces Congolais-là, ça laisse à désirer.
pitoyable. Uruma Mawa. Et je pense que même c'est dans cet état d'esprit-là que Macron a vu que, bon, comme au Congo, il y a des animaux au pouvoir, Banyangalakata, qui ne savent rien, qui doivent... Donc le COP, puisque même en Lingala, le mouvement est à côté. Macron a compris que le mouvement est à côté à Rwanda. Les Congolais vont faire Zoba, ce que c'est un COP. Tu vois, les Américains ont donné une COP. Les Rwandais tous. Ils ont réussi. Une minorité qui a tenu en étau l'Afrique centrale. Pourquoi? Ce sont des gens basés en idéologie. Si on avait donné aux Congolais, les Congolais parlent trop d'abord, les Congolais n'ont pas le sens du secret, les Congolais ne sont pas courageux, les Congolais sont distraits. On devait les attendre à tel poste, à 8 h, le Congolais allait venir à 11 h. Pourquoi elle est en train de jouer son dombolo là-bas, tout ça? Les Américains viennent, c'est un peuple moko distrait. Tika Bango. Tout ça, c'est ça la nature du Congolais zaïrois. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même aujourd'hui, remarquez, donnez même une mission à un frère congolais. Combattant en Europe. Parlons de cela. Où sont les combats? Où sont les combattants, je veux dire? Kagame est venu en Europe dernièrement. Chez Macron. Kagame a tourné là-bas. Où étaient les combattants? Ils ont fait trop de bruit. C'est ça. On sait qu'un Congolais n'a jamais été sérieux dans ce qu'il fait. Un Congolais n'a jamais été consistant. Un Congolais ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez aujourd'hui. Suivez beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Les Congolais s'attaquent eux-mêmes maintenant. Les Congolais font des vidéos non pas pour attaquer l'ennemi extérieur. Donc la France, qui est en train de jouer le jeu du Rwanda, attaquer le Rwanda, attaquer donc l'Ouganda, attaquer même les États-Unis d'Amérique. Mais les Congolais sont en train d'attaquer les autres Congolais. Quand ils font des vidéos, c'est pour supporter un politicien contre un autre. Ce n'est pas le moment de le faire. Puisqu'on dit parfois, if you cannot beat your enemy, join him. Si tu ne peux pas terrasser ton ennemi, tu mesures tes efforts, ta force, tu penses que tu ne peux pas terrasser ton ennemi. La solution est simple. Il faut te joindre à lui, te laisser diriger, guider par lui. C'est ça. Et ce n'est pas le nombre qui fait l'affaire. Si c'était le nombre, je pense que le Congo, nous allions dominer tous les pays aux alentours. C'est la tête, l'idéologie, le sérieux, le travail, la résistance. Vous tenez à une idéologie, vous y tenez, qu'on ne vienne pas vous corrompre là. Congolais corruptible facilement. Comprenez pourquoi, même s'il y a des copes, peut-être, je ne sais pas, c'est dans cet état d'esprit là-bas, la France a vu que bon, ce que tu appelles ça Congolais copes, ça va s'abîmer. Francophonie aux Aranis. Parce que c'est Kagame qui contrôle le Congo. Donc si nous donnons le titre de secrétaire général de la francophonie à Louise Mushikiwabo, parce qu'en réalité, elle fait partie du gouvernement de Kagame. Et comme c'est Kagame qui contrôle le Congo, donc donner ce titre-là à un kagamiste, ça revient directement à donner ça aux Congolais. Parce que Kagame contrôle les richesses du Congo. Et les kabylistes qui veulent aujourd'hui tenir un discours comme Lambert Mende pour nous dire que, oh, vous savez, vous faites des réunions en l'absence des Congolais, nous demandons des explications. Tu vois que les Congolais sont des idiots. Hein? Depuis quand vous, Lambert Mende, vous avez pris de pouvoir par vous-même? N'est-ce pas Kagame qui vous a mis au pouvoir? Kagame lui-même ne cesse jamais de le dire. Il ne cesse de le dire. Tout le monde, en commençant par le sommet, ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, sont passés par chez nous. Ils ont commencé chez nous. Aucun politicien congolais n'a jamais démenti les paroles de Kagame. Et vous voyez vous-même, votre Joseph Kabila, quand il va au Rwanda, comment il se tient devant Kagame? C'est comme un garçon là, un élève, qui va rapporter chez son maître. Il n'a pas la posture d'un président, d'un grand pays richissime de la planète Terre. Non.
Et quand vous avez des soi-disant docteurs, des André Atundu, Alain, des Mova Sakani, des Kikayabin Karubi, Cheo Kitundu, Lambert Mende, vous avez des Kinkie Mulumba, des soi-disant docteurs, et vous avez le petit qui parlait récemment, Mirindi, pour lui, il comprend la Constitution, je ne sais pas, à l'envers. Et si vous n'êtes pas sérieux, et vous pensez qu'ici, les gens, le monde avance rapidement, on ne peut pas vous attendre. Mondial, les gens mondiaux, COP. Et le Congo, c'est un pays, COP, ils ont Salamana Congo. Ce n'est pas parce que vous êtes Congolais, on doit vous attendre, vous. Levez-vous, tout ça, la COP, vous êtes toujours endormis. On donne aux autres, on passe. Parce que la Bible même dit, si vous lisez les Écritures quelque part, Dieu disait aux Juifs, je vous envoie le Messie, Jésus-Christ, vous ne l'acceptez pas, mais le monde doit continuer. C'est pour cela que ce royaume-là vous sera enlevé, on va donner à un autre peuple qui va porter des fruits pour que COP continue. Ce n'est pas le fait d'avoir un grand pays comme le Congo, fleuve Zakuna, girafe, Okapi, Panini. Et ce n'est pas une sorte de garantie que les gens doivent vous respecter. On va vous respecter par votre intelligence, votre sagesse, votre travail, votre consistance et votre développement et du sérieux et votre avancement. Regardez aujourd'hui, dans le monde, je ne sais pas si vous allez quelque part. Parce que moi, parfois, on m'invite à des organisations, des forums, tout ça. Dis seulement que tu es congolais. Tu vois le regard avec lequel on va te regarder. Pourquoi? L'image du Congo est ternie. On voit un aventurier, un homme qui aime les femmes, la musique, un distrait qui commence pour ne pas finir, qui ne sait pas ce qu'il veut. Il faut trop de courage pour prouver aux gens du monde que tu es un Congolais différent. Et heureusement, en Occident, spécialement aux États-Unis, c'est pas en Europe, les Américains, they don't care. Si tu viens vers eux te dire que je suis ingénieur, comme tout Congolais, mais ingénieur tel, docteur tel, et je suis licencié 1. They don't care, ils s'en foutent. Montre que tu mérites l'ingénierat par les actes, la connaissance sur terrain, que tu es vrai ingénieur, que tu es vrai docteur. C'est ça que nous devons appliquer au Congo de demain. Et moi, je peux me proposer que les titres là, il faut me les mettre en évidence, entre parenthèses. S'il y a un gouvernement responsable au Congo, tous les titres académiques, il faut les mettre entre guillemets ou bien entre parenthèses. Il faut qu'il y ait des tests encore pour redonner ces titres-là aux gens. Et regarder dans l'histoire. Tous ceux qui sont en train de trahir le Congo aujourd'hui, si c'était moi, je dois être même dans le gouvernement futur du Congo, conseiller à la présidence, un homme d'influence. Ces gens-là, on doit les dégrader tous. Tous ces gens qui sont en train d'accepter qu'on tue les Congolais par les Rwandais et les Ougandais. Les autres se rendent au Rwanda même nuitamment, comme récemment. Il y a un groupe de Congolais qui est allé au Rwanda, la nuit. Si vous êtes docteur, ingénieur 1, on vous enlève le titre. On doit le faire. Parce que le Congo vaut plus que des individus. Et la francophonie est en train de nous passer. Pourquoi? Cette francophonie-là, ce n'est pas seulement le blablabla des Français. Les accords monnaie. Il y a la langue, mais derrière la langue, il y a la politique. Et si nous, les Congolais, nous sommes en dehors de toutes les institutions, regardez à l'ONU, il y a beaucoup de Rwandais aussi. Dans les institutions internationales, beaucoup de Rwandais tous ils sont là. Mais les Congolais sont où? Nulle part. Et on ne peut pas vous faire entrer facilement comme ça. Il faut lutter, montrer du sérieux. Commencez par chez vous d'abord, là où vous êtes.
Et comme je disais, nous avons soutenu la grande marmite de la francophonie. Aujourd'hui, la France veut nous tourner le dos. Et je pense qu'en tant que Congolais, nous avons encore le pouvoir de nous lever et dire que nous, si c'est comme ça, la francophonie doit aller au Rwanda, nous, Congolais, nous nous retirons. On voit comment la France va chier. Mais malheureusement, on n'a personne au pouvoir. Le trône est vide. Personne ne le fera. Et remarquez que le Rwanda maintenant commence à jouer dans la cour des grands. Et récemment, le Rwanda s'est improvisé sponsor de la grande équipe anglaise, donc Arsenal, je pense. Hein? Donc, tous les maillots que vont commencer à porter les joueurs d'Arsenal auront des effigies là-bas, une sorte de cuisson. Là, on va écrire « Visit Rwanda », c'est une sorte de publicité. Et on nous dit que le Rwanda va mobiliser 40 millions de dollars américains pour que sa publicité soit véhiculée par l'équipe d'Arsenal, qui doit mettre l'effigie du Rwanda, c'est pas .com quelque part là-bas, Visit Rwanda. Publicité et les affaires commencent déjà. Visiter Rwanda, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Comprenez, c'est toujours le coltan des Congolais. On ne vient plus chez vous. On tue chez vous seulement, on pille, mais on va visiter le Rwanda parce que c'est là où Masolezo le Rwanda. Mais quand on a au pouvoir des Congolais idiots qui bloquent leurs frères congolais, malgré que le pays est en train de sombrer, ils veulent rester au pouvoir seulement. Pour que les Congolais battent la bazoba, bazalatan et l'autre côté. Comprenez ce qui est en train de se passer au Congo. Le Rwanda débloque 40 millions de dollars américains pour qu'Arsenal puisse faire sa publicité. Il y a des gens qui se sont levés. Non. Qu'est-ce que d'abord... Est-ce que le Rwanda, d'abord là où il est-ce qu'il a 40 millions de dollars américains? Non. C'est-à-dire, c'est déjà dans l'esprit. Ils savent qu'ils vont trouver ça. En commandant chez leurs sponsors anglo-saxons, ils vont leur donner, et en pillant les richesses du Congo. Et ils vont accomplir leur mission. Parce qu'on nous dit que le Rwanda est classé parmi les 19 pays les plus pauvres de la planète Terre. Car par an, donc le revenu annuel d'un Rwandais par an, c'est 700 dollars américains seulement. C'est-à-dire un Rwandais moyen utilise ce qu'il utilise pour se payer des choses, survivre ou bien vivre. C'est 700 dollars américains seulement au Rwanda de Kagame. Alors comprenez que c'est un pays pauvre, mais qui a décidé de jouer dans la cour des grands. Pourquoi? Parce qu'au Congo, on a des imbéciles au pouvoir. Et des imbéciles cruels, méchants, qui sont en train de tuer leurs frères. Alors comprenez, il faut un effort national, un effort collectif, pour vraiment renverser la balance. Et quand vous regardez maintenant très bien ce qu'ils font, je ne sais pas comment Arsenal doit accepter, puisque les défenseurs des droits de l'homme sont en train de se plaindre. Comment est-ce que le Rwanda va signer un contrat avec Arsenal quand on sait que le Rwanda, c'est un pays sans démocratie, un pays de grande dictature, qui ne respecte pas les droits humains, là où les Rwandais n'ont pas droit à la parole aussi. Hein. Le Rwanda, c'est une prison à ciel ouvert, là où une minorité là-bas est surarmée pour contrôler la grande majorité autour. Et comment voulez-vous donner des contrats à cette petite minorité? Or, les Occidentaux nous chantent à longueur de journée que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Donc, démocratie égale loi de la majorité seulement quand vous êtes chez vous, en Occident.
Chez les autres, là, la démocratie, c'est-à-dire, vous surarmez une minorité, vous donnez toutes les possibilités à une minorité, l'argent et tous les moyens pour qu'une minorité puisse donc mettre la majorité sous ses pieds. Alors comprenez l'état dans lequel l'Afrique se trouve, spécialement le Congo, et comment les Occidentaux se jouent de nous. Et quand vous remarquez maintenant, la Kabylie est vers la sortie. Pourquoi? Ils ont déjà eu. Ceux qui ont mis Joseph Kabila là-bas ont déjà eu ce qu'ils cherchaient. Ils ont déjà verrouillé toutes choses. Ils se sont déjà enrichis. Ils ont emmagasiné de quoi manger pour beaucoup d'années. Et pour récupérer notre pays, ça va nous être difficile, mais je pense que c'est possible. Mais il nous faut beaucoup travailler, chers frères et sœurs congolais, pour récupérer ce pays-là. Donc, l'ôter des griffes, donc du diable, il nous faut beaucoup travailler. La Kabylie est en train de descendre aux enfers. Parce que vous savez maintenant, le jeu est en train de se jouer ailleurs. Kagame est toujours maître. Donc le destin du Congo, jusqu'à preuve du contraire, doit se jouer ailleurs. Il y a maintenant l'Amérique qui a donné la balle à la France. C'est pour cela que la France est en train de temporiser, de ne plus condamner Kagame. Parce que grand frère United States a lobby. Ok, changer maintenant la donne au Congo, mais ça sera toujours dans le bénéfice de ces superpuissances. Parce que vous savez, les Blancs ne sont pas comme des Noirs. Les Blancs ne peuvent jamais accepter de continuer à se tirailler entre eux quand ils savent qu'il y a à manger et à boire quelque part. Et qu'en se tiraillant, ils vont rater Cop-One. Ils raisonnent. Ils finissent toujours par se dire, Masa tozo elanini. Tu na fia nini? Tu combane tu wane tu pelekane comme tribunal tu satisfaire bi noir. Bibatu bieusi. Non. Arrangeons le problème. Tout citoyen, c'est vrai, on a arraché la France des mains de la Belgique et on a arraché le Congo des mains de la France et de la Belgique. On peut dire l'Amérique. Maintenant, il faut tout que Sabino Namasolo. Donc, occupez-vous maintenant de Joseph Kabila pour qu'il parte et qu'on voit ce qu'on va faire dans ce pays-là. Et détrompons-nous, c'est vraiment impossible dans ce siècle de prendre le pouvoir en Afrique, de gérer les choses en mettant les Blancs, les Occidentaux de côté. Jamais de la vie. Ils vont te tuer. Mais cela ne nous empêche pas, même quand les Occidentaux ont une main mise quelque part, cela ne nous empêche pas de construire notre pays. Cela ne nous empêche pas vraiment de le faire. Parce que regardez, si on dit non, Mindele, Mindele, regardez, les Blancs ont déjà volé des trillions de trillions. Mais regardez maintenant la Kabylie, les gens qui sont au pouvoir de la Kabylie. Vous savez combien d'argent que ces Nyangalakata là ont déjà volé? Des milliards de dollars américains. Et si tous ces milliards-là, volés par les Congolais, devaient rester en place pour la construction, le développement du Congo, je pense que le Congo serait toujours meilleur. Car c'est nous les dépositaires. Tout se trouve chez nous. Tout se trouve chez nous. Si le Congo était en paix, développement, prise de conscience, vous verrez que ça va engendrer le patriotisme. Les Congolais vont s'intéresser à leur pays, ils vont aimer leur pays parce que leur pays leur donne à manger, leur donne des opportunités de bien vivre comme des êtres humains, leur pays les protège. C'est ça. C'est ce qui crée le patriotisme. Et en retour, les Congolais, vous allez voir en masse, sans qu'on puisse les forcer, seront prêts à prendre même les armes pour défendre leur patrie. S'ils ne le font pas aujourd'hui, parce que les gens qui sont au pouvoir utilisent le pouvoir pour tuer les Congolais.
Et aujourd'hui, quand vous remarquez, Lambert Mende commence à dire que on ne peut pas aller parler du Congo, du futur du Congo, sans les Congolais eux-mêmes. Depuis quand vous les Congolais, est-ce que vous avez déjà été à des grandes réunions pour parler de votre pays? Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes jamais responsable. Et tout ce qui est en train de se jouer dans le monde aujourd'hui, ce grand jeu, les Congolais ne sont nulle part parce qu'eux-mêmes ont choisi. C'est vrai, des déstabilisations, des équilibres, tout ce que la guerre nous a amené, génocide du Rwanda, déstabilisation du Congo, ça devait avoir un début et une fin. Si nous avions des gens qui avaient la conscience au pouvoir, il fallait récupérer le destin. On a vu les Congolais laisser leur pays, aller au Rwanda, pactiser avec Kagame. Et ils ont fragilisé M. Laurent Désiré Kabila. On ne devait pas tuer Laurent Désiré Kabila comme ça, comme un animal. Si la classe politique congolaise devait lire les signes des temps, que ce n'est pas le temps de nous chamailler, c'est le temps de nous unir pour sauver le destin du Congo et nous allons nous entrejuger après. Les Congolais ne sont jamais là. Un Congolais est toujours prêt à combattre son frère. Babi bomo ne biote biaribike, to détruire makambo nyonso. Soki ngana za kuna te, soki ngana ko bénéficier te, soki ngana ko zala na gouvernement na te. C'est ça un Congolais. Et remarquez-moi aujourd'hui, peu de Congolais parlent de la libération du Congo franchement, parlent de s'unir. Topé sana maboko poto libérer Congo. Jamais. Beaucoup de Congolais ne voient que leur poche et leur ventre. Et quand on donne la parole à des politiciens, à leurs supporters maintenant, ce n'est pas pour défendre le Congo, pour prêcher l'unité d'abord. Voir comment faire partir Kabila, qui est le virus d'Ebola aujourd'hui. Mais les Congolais s'attaquent entre eux, s'attaquent eux-mêmes. Et quand vous passez trop le temps comme ça, il y aura encore un autre monsieur qui viendra de l'extérieur pour faire partir Kabila. Et quand il réussit, vous allez maintenant vous rêver de votre sommet pour demander encore que ce monsieur-là vous fasse entrer dans son gouvernement. Donc, qu'on vous incorpore dans le gouvernement pour avoir fait quoi? Pour avoir rien fait. Pour avoir rien foutu là. C'est comme ça avec les Congolais. Ils étaient là en train de jouer avec Mobutu. Tout juste quand le Zaïre était entré dans le processus démocratique. Mobutu commençait à bloquer les choses. Les Congolais les Zaïrois avaient bien commencé. Et Mobutu commençait à les corrompre un à un. Et compter. Depuis l'an 1990, qu'on appelle 90 en français de la France. Jusqu'en quelle année? 1997, 1987. Soit 7 ans. Les Congolais étaient en train de faire les bouzoba. Ils sont allés dans la conférence nationale souveraine à décision non exécutoire. La plus longue conférence de la planète Terre depuis que Dieu a créé le monde. Pour ne pas sortir avec des résultats, pour ne pas changer leur pays. Et c'est pour cela qu'on a vu que et plus les Congolais se réunissent, c'est pour s'entretuer, se haïr et ne parvenir à aucun résultat, aucune solution. Et le monde ne devait pas vous attendre pendant tous ces 7 ans-là. Et les politiciens congolais du temps de Mobutu semblent oublier cela. Aujourd'hui, ils sont en exil en France, Belgique, là-bas, ils deviennent combattants. Oh, comme ça, ils commencent à condamner les autres. Eh, puis politique, comme ça, ça, non. Si vous étiez des politiciens chevronnés, des gens qui connaissaient la matière, vous devez vous souder à partir de 1990, comme vous avez réussi d'abord au plus grand début à mettre Mobutu dans un coin, le bousculer pour qu'il parte. Et si Mobutu était parti, on devait instaurer la démocratie chez nous. Si on était sérieux, si on ne s'aimait pas soi-même, on aimait le pays. Instaurer la démocratie chez nous, rétablir les institutions démocratiques, les fortifier, les établir, donc mettre une base solide. Empêcher que la dictature ne puisse retourner au Congo. Et je pense que pendant tous ces 7 ans, de 1990 jusqu'en 1997, c'est-à-dire de 90 à 97, si tout était arrangé par les politiciens congolais, zaïrois en ce temps-là, je pense qu'aucun Rwandais
ne devait pas proposer de donner la main à Laurent Désiré Kabila pour l'aider. Si le Congo était arrivé à cette situation-là, c'est parce qu'on a Banyama au Congo pour pouvoir. Banyama job en femme politique. Nibibaba Botuna Biona Mande, vous voulez Binyangalakata, rempli de diplômes, de doctorats, d'ingénieurats là-bas. Prêt à sacrifier tout un pays, donc tout un peuple. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Un Congolais n'a pas le sens de l'honneur, n'a pas le sens de la nation, n'a pas le sens de la patrie, n'a pas le sens de servir son pays. Si tu viens avec cet esprit-là de servir ton pays, ils vont te combattre. Prendre leurs bêtises là-bas, mettre ça sur ta tête. Et tous les vautours, c'est eux qui sont à Kinshasa. Des faux pasteurs qui ont dit hier que Joseph Kabila qui rwandais de Makoloko Tambola, ils ont directement changé, même le nom d'une personne d'abord. Hein, comment voulez-vous qu'une personne qui s'appelle Makoloko Tambola, Migou Yuguna Tembe, Muntu Jinake ni Migou Yuguna Tembe, Makoloko Tambola. Est-ce que ce monsieur-là a le temps de se mettre sur place pour raisonner? Il n'y a qu'à Tembe alors qu'il fasse beaucoup de francs à Nenda Kobeba. Avec une grande bouche, là, comme on a Sema Zobio, c'est pour faire l'apologie de Kabila. Kabila est pour beau, c'est un dieu, Abaki est parlé, Aoueba Congolais, Fanyebiote. On a créé le désordre au Kasaï, on a tué les gens au Kasaï. Comme une histoire. On tue le chef coutumier et on refuse à son fils, qui est venu de l'Afrique du Sud en tant que docteur, pour le succéder, selon la tradition de ce village-là, ce royaume-là, cette chefferie-là. Donc, c'est la Kabylie. Et qui était à la base? Boshab, Bouchabou, un Mukuba. Kasaï Mwingine. Un Kassaïen qui a accepté d'aller créer le désordre au Kasaï. C'est ça, Congolais, encore en Aguirre. Hein? Si on a tué des gens au Kasaï comme ça en plein midi, on a même fait des vidéos, c'est parce qu'il y a des Kassaïens à la tête qui mangent avec Kabila qui ont laissé faire cette histoire. Sami Badi Banga, quand ça a commencé, c'était un Kassaïen, il était premier ministre, qui n'a vu que son gros ventre à Chibé. Bruno Chibala, un ministre, pas le Bénin du Kasaï. On tue les gens au Kasaï, Bruno Chibala est là, Kasaï, c'est Kalalak. Kimia, Anafuraï, Babaou, Bandoukake. Boshab, qui a commencé le désordre de Kamouinan Sapou, qui a déstabilisé tout le monde là, c'est Boshab. Kasaï Mwingine, Mutalandia Bananiten. Vous allez dire que qui a fait ça? Hein? C'est entre vous. Kupenda Supu. Kupenda Kurebia Mingi, Upite Munzako. On a rébissé avec biote. Alors c'est pour cela que je vous dis, au Congo, il n'y a pas une tribu qui doit se frapper la poitrine disant que nous sommes les super, nous c'est comme ci, comme ça. Non. Je le dis pourquoi j'ai suivi une audio d'un certain Steve Sa Majesté Mouzé. Bon, à l'entendre parler, c'est un Moulouba, un Kassaïen, parce que lui-même le disait. Il a condamné les Katangais, le désordre vient du Congo. Ça commence par le Katangais, Kyungwa Kumanzango, Zakar Bonde, Mobutu, blablabla. C'est toujours les Katangais, blablabla. La Jekamine, s'il est par terre, c'est Moïse Katumbi, Katebe Katoto, les Katangais qui ont pillé ça. Ouais, il a dit beaucoup d'histoires là. Il trouve ça normal. J'ai récupéré ce monsieur-là. J'ai dit, toi, quand tu parles, tu trouves ça normal. Mais moi, quand je vais parler, bien que nous sommes bien sérieux, bien comme Kisha. Vous allez me traiter, moi, qui réagis en tant que tribaliste. Mais ouais, on a le problème. Tribaliste. J'ai lancé une audio à ce monsieur-là pour lui prouver noir sur blanc que si la Jekamine était tombée, ce n'est pas Katebe Katoto qui a fait tomber la Jekamine. Katebe Katoto, c'est vrai. Il a mené
du poisson. Et en retour, il prenait des richesses, les minéraux de la Gécamine. Vous n'allez pas nous dire que KTB Katoto avait le pouvoir de traverser toutes les barrières, entrer dans des bureaux, signer des bordereaux pour faire sortir ces histoires-là. Non. Puisque en ce temps-là, dans toute la Gécamine, que ce soit Kolwezi, Likasi, Kambove, Kakanda, Lubumbashi, tout ça, Kipushi, 3/4 en général des directeurs, des chefs de service, c'était des Kassayens. C'est-à-dire, si KTB pouvait entrer, Kosala Kopouana, il y avait des directeurs qui signaient des bordereaux pour que KTB sorte avec ces cobaltes-là, ces histoires, pour aller les revendre en Afrique du Sud et ailleurs. Puisque la Gécamine était bien organisée. Il y a un directeur d'achat, un directeur d'import-export, un directeur de vente. Le directeur d'import-export. On peut importer kuleta mabitu na exporter tuzisha du tununue hivi tulete Mjekamine. Et tous ces directeurs là-bas, si vous suivez, en commençant par Lubumbashi, Likasi, Kambove, Kakanda, Kolwezi, Kipushi, vous allez à Luena, tout ça. Ce n'était que des Kassayens. 3/4. Et si KTB pouvait entrer, faire cette magouille, c'est parce qu'il y avait quelque part des directeurs kassaïens qui signaient et KTB sortait avec. Et Mobutu le savait, parce que KTB achetait même des grosses véhicules. Mercedes 6 portières noires. Mobutu avait même arraché ce véhicule là-bas à KTB. Quand on a joué à KTB, quand on a joué à KTB. KTB Moutajiro Azamani. Quand beaucoup de gens ne savaient pas à quoi ressemblait le cobalt, KTB a fait un cobalt dans la forme, dans le poids. J'ai répondu à ce monsieur Steve que si KTB est entré voler, ça bénéficiait à des directeurs. Et si la Gécamine était tombée, ce n'est pas KTB Katoto qui a fait tomber la Gécamine, c'est Moulendambo qui fut le PDG, le dernier des PDG de la Gécamine Moutan Mobutu, c'est Moulendambo, Kassayen. Moulendambo a pillé les Gécamines jusqu'à acheter même un véhicule blindé de 500 000 $ américains à Mobutu, comme on a dit. Est-ce que je suis Moulendambo à Semak? Kama kuna muntu ashaku winaka na tabe zangu kutoka pa batu hivi mumuone tena Moulendambo perdu, porté disparu. C'est l'homme qui a bouffé sérieusement Maria Gécamine. PDG, président délégué général. C'est-à-dire qu'il contrôle toutes les Gécamines. Gécamine yote, il a instauré le système de Kouziabata Gécamine Magari. Il a acheté des véhicules aux agents de la Gécamine, des cadres, des véhicules là-bas qui n'étaient même pas chers. Il les prenait au Japon. Il y a des gens qui disaient que quand il allait acheter des engins de la Gécamine, au Japon, en Amérique, ce sont les cadeaux qu'on lui donnait, des séquelles. Vous savez, les engins, les gros, les poids lourds, sont trop chers. Mais la Gécamine les payait cash comme ça, en ce temps-là. Et quand tu payes cash comme ça, des gros engins, ma benne, il y a 100 tonnes, 150 tonnes. On peut te donner un cadeau, même des véhicules là-bas, 1000 petites voitures, béba toi boule. C'est comme ça que Moulendambo prenait d'autres véhicules gratuitement. Il avait même accès à acheter des véhicules à bon crédit, Tambiombio. Il est venu commencer à donner ça au cadre de la Gécamine, des petits véhicules de moins cher. Mais vous savez combien Moulendambo a retiré? Des millions de $ américains. On a profité du mouvement de voiture à Naïb. Et aux manœuvres de la Gécamine, qu'est-ce que Moulendambo a donné? Des vélos qu'on a achetés en Afrique du Sud. Des vélos qui étaient défectifs, qu'on voulait même jeter par la compagnie parce que les vélos avaient un problème de guidon. Ceux qui avaient acheté ces vélos-là, remarquez, on pouvait donc rouler ces vélos-là. À un moment donné, le guidon pouvait tourner. Makinga Koufa. Il y a un quartier Gécamine, dans les cités de la Gécamine. Moulendambo a fait cette magouille. Et vous savez combien d'argent sortait par ce business-là? Des millions de $ américains, Banaïb. Mobutu ne contrôlait rien. Et en ce temps-là, le 3/4 des gens qui contrôlaient la Gécamine, des directeurs,
c'était des Kassaïens. Vous savez combien d'argent ces gens-là ont pris? Beaucoup d'argent. Et s'il y a eu un mouvement de conflit Kassaïen-Katangé, c'est parce que Mobutu avait compris. D'abord, avant d'arriver, il y avait aussi Chaber. Pour ceux qui ont une bonne idée, il y avait Chaber, l'avion qui utilisait la Gécamine. Ce n'est pas la Gécamine louait ça. Chaber pouvait voler même avec 10 personnes à l'intérieur. Même 5. Même vide comme ça. La Gécamine payait la totalité de la facture. COP. Qui mangeait ça? Toujours des directeurs. La majorité, c'était des Kassaïens. Et quand on faisait toute cette magouille en général, ne croyez pas que la Gécamine bénéficiait. La Gécamine perdait les capitaux chaque fois. Jusqu'à ce qu'ils ont touché à ce qu'on appelle la caisse noire. J'ai parlé à un Belge qui était à Lubumbashi. Ils m'ont dit, vos frères ont touché même à la caisse noire. La caisse là où on ne touchait pas. Les Belges, même quand ils ont quitté le Congo après l'indépendance, ils sont rentrés chez eux. Ils ont laissé la Gécomine, la générale congolaise de mine. Ils n'avaient pas eu le temps de toucher à la caisse noire. C'est pourquoi la Gécomine fonctionnait. Toujours, même après le départ des Belges. Mobutu est venu, après avoir comploté pour tuer Lumumba, les Belges sont encore rentrés parce qu'ils connaissaient le secret de la Gécamine. Et la Gécomine est devenue Gécamine, la générale de carrière et de mine. Mobutu a commencé à travailler avec les Belges. Et remarquez, un Zaïre était 3 $ américains au temps de Mobutu. Quand on avait commencé avec Mobutu Sese Seko. Pourquoi? Le coffre-fort, les devises étaient supportées par les richesses, principalement venant de la Gécamine. Et on te dit, c'est dans les années 90. La chute de la Gécamine, c'est parce que le PDG Moulendambo avait pillé avec son groupe-là de directeurs toutes les richesses. Ils sont entrés dans la caisse noire, caisse de secours, qui était le pilier de la Gécamine. Ils ont pillé. Et la Gécamine était tombée. Ce qu'on appelle en anglais, la Gécamine a connu ce qu'on appelle en anglais bankruptcy, la banqueroute. C'est-à-dire la société n'était plus viable pour continuer à travailler. Il fallait la fermer. Si je mens, que quelqu'un puisse me contredire. Et les Gécamines avaient des problèmes de salaire. Ce n'était pas sous un autre directeur, c'est sous Moulendambo. Et les Gécamines maintenant étaient l'État congolais, zaïrois, au temps de Mobutu, n'avait plus de moyens. Mobutu était dans un coin là-bas, il jouait sur sa survie. C'était le temps aussi de voler. Moulendambo donnait beaucoup d'argent à Mobutu et aux Mobutistes. Tout le monde maintenant prenait l'argent. Et qui doit prendre l'argent? Ce ne sont pas les manœuvres de les Gécamines. Les gens qui travaillent là-bas, des mécaniciens, les gens qui torchonnent dans des bureaux, des huissiers, les gens qui gardent les barrières. Le garde de la nuit là-bas. Non, c'est les boss, les grands directeurs, qui 3/4 étaient des Kassaïens. C'est eux qui avaient main mise, qui avaient accès à l'argent. Le Zaïre de Mobutu s'effondrait, ils se sont servis, tous, Banaïb. Et comprenez, c'est ce qui a fait que Mobutu en a la mouque. Ces gens-là sont en train de voler l'argent pour faire des cotisations et donner cet argent à Étienne Tshisekedi. Et c'est pour cela, comprenez que l'UDPS était devenu un parti politique très fort. Vous pouvez dire non. Et Mobutu voulait maintenant casser ce flux de capitaux qui venait de la Gécamine pour aller supporter l'UDPS. Il a trouvé quelqu'un, Kyungwa Kumanza, dit, je peux jouer ce rôle-là. Puisqu'on ne peut pas faire la politique sans argent. Tshisekedi jouissait donc du support des grands directeurs de la Gécamine. Et quand la donne a changé, on a mis les directeurs dehors. C'était d'abord le plan de mettre les directeurs dehors et laisser les pauvres Kassaïens, d'autres qui n'avaient rien à foutre avec ça. C'est les gros poissons, les gros là, les requins, les directeurs là-bas, les baleines qui volaient. Mais malheureusement, cela a dégénéré parce que
n'y avait pas d'État, Mobutu aussi ne contrôlait rien. Après les directeurs, on était obligé de chasser tout le monde, même les pauvres Kassaïens, qui n'y étaient pour rien. Et ça tournait à des violences et on a tué des gens. Et nous devons condamner cela. En tant qu'homme qui défend le droit de l'homme, je condamne ça et nous condamnerons encore ça. On pouvait juger ces gens-là, pour cette histoire qui s'était passée au temps de Mobutu. Mais les juger dans quel état? Parce que l'État n'existait pas au temps de Mobutu. C'était la mafia. Laurent Désiré Kabila est venu, il était en train de vouloir reconstruire le Congo. Mais vous savez, la mentalité de Congolais a changé. Hein? Qu'on le dise, donc qu'on le croit ou pas, les Congolais avaient changé. On sentait un changement positif pendant la seule année que Kabila a mis ses mains aux commandes. Les choses étaient moins chères. Et on est retourné dans le système de 1 franc congolais, 3 dollars américains. Comme au temps de Mobutu quand il avait hérité du pays après avoir tué Lumumba. Et c'est ça qui a créé la panique. Puisque les gens qui croyaient aider Kabila à prendre le pouvoir avaient le plan derrière la tête qu'il fallait le tuer par après. Pour mettre la main sur les richesses du Congo. Et comment les tuer, le fragiliser avec l'aide des Congolais. Parce qu'ils savent qu'un Congolais, très très number one. Quand Kabila est mort, vous avez vu, déstabilisation totale. Même au temps de Mobutu. Quand on a déstabilisé les directeurs de la Gécamine, l'UDPS ne recevait plus de fonds. Et l'UDPS était faible. Jusqu'à nos jours. J'ai dit ça à monsieur là, c'est pas Jacques, Sa Majesté, tout ça, qui a lancé une audio. Et c'est à partir de ce temps-là que l'UDPS s'était affaibli. Infiniment. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous remarquez, il y a eu trop de changements dans l'UDPS. Selon moi, ce ne sont pas des changements positifs. Ça a été des changements négatifs du parti politique national. L'UDPS est devenu parti politique tribal et ça a même descendu jusqu'à devenir un parti politique familial. C'est ce qui fait que, remarquez, maintenant ceux qui se battent dans l'UDPS, vous allez dire ce sont seulement les gens de l'autre tribu. Non, 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 non. C'est eux-mêmes maintenant. Comme vous avez vu le Bruno Tshibala, un Kassaïen, être contre Félix Tshisekedi. Hein? Joseph Kabila est en train de chercher les gens qui vont représenter l'UDPS pour faire sa transition de magouille là-bas. Un Kassaïen s'est présenté, se frappant la poitrine que je suis un homme de l'UDPS, je suis collaborateur de Tshisekedi, je connais là où l'UDPS a commencé. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'UDPS a un problème sérieux. Ils voulaient organiser leur conclave. Vous avez vu, on a reporté ça. Ce n'est pas 1, 2 ou 3 fois même. Après avoir tâtonné et hésité, pourquoi? Problème d'argent, problème de fonds. Et c'est un secret, mais quand même il y a des sources qui commencent à sortir. Moïse Katumbi a aidé l'UDPS avec un peu d'argent pour organiser leur conclave. Et même quand il y a certains hommes de l'UDPS fanatiques de Félix Tshisekedi qui insultent Moïse, c'est par ignorance. Ils le font par ignorance. Parce que l'UDPS a de grands problèmes, des problèmes sérieux de fonds, problèmes de financement. Et Moïse Katumbi a mis sa main à la poche pour aider Félix Tshisekedi à réorganiser l'UDPS, faire le conclave, pour ne pas donner raison à Kabila de rester au pouvoir. C'est-à-dire que l'opposition soit forte. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Et quand tu vois la plupart des gens de l'UDPS insulter Moïse, c'est vraiment triste. Et c'est un peu ça, mes chers amis, quand nous essayons de regarder. La politique est longue. Je peux faire 2 ou 3 jours ici en train de parler, de définir les choses, tout ça.
ça ne va nous amener nulle part. Notre grand regret, c'est de voir que les gens qui sont au pouvoir au Congo ne jouent pas le rôle que le peuple congolais attend d'eux. Dans un grand pays très riche matériellement, riche en ressources. Maintenant, vous regardez, toutes les opportunités nous passent dans les doigts. Même à la francophonie. Ce que j'ai dit, c'est nous qui soutenons la langue française. Nous sommes le premier pays francophone de la planète Terre, avant la France et le Canada, Québec. Mais quand on ne nous respecte pas, c'est parce qu'il y a des idiots au pouvoir au Congo. C'est nous qui avons des richesses au Congo démocratique. Nous avons des grandes richesses que tout le monde envie. Mais comment est-ce que nous restons pauvres? Mais les gens qui viennent voler ça, construire chez eux, regardez-moi le petit Rwanda là, on est en train de le construire. Mais que dire maintenant des superpuissances? Ils ont beaucoup bénéficié. Si vous avez votre téléphone aujourd'hui, vous êtes maintenant à dire Apple, vous tous. Samsung. C'est le coltan du Congo. Quand les autres bénéficient, vous êtes même en train de regarder sur Google, vous avez maintenant des ordinateurs partout. Mais les ordinateurs, il y a miniature de 3e, 2e, 3e classe. Les Chinois fabriquent maintenant n'importe quoi. C'est parce que le coltan est devenu marché simple partout. Mais chez nous, on est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a des idiots égoïstes au pouvoir. C'est l'époque des rois fainéants en Europe. Maintenant, on a des présidents fainéants au Congo démocratique. Et nous voulons changer cette histoire. Et qui va le changer? Ce n'est que nous, Congolais. Et si nous ne nous réveillons pas, nous ne nous aimons pas, nous continuons à nous pointer du doigt chaque fois, même pour dire des mensonges, vous allez voir que nous n'irons nulle part. Et c'est de cela que je voulais parler. Et la Kabylie est aux abois. Remarquez maintenant leur langage, même s'ils font la tête dure. Pour ceux qui savent lire les signes des temps, pour ceux qui ont quand même une idée de la diplomatie qui est en train de se jouer maintenant dans d'autres pays contre la Kabylie, ces gens-là sont contre les murs. Décembre viendra, Kabila n'organisera pas les élections. Il n'a pas l'intention de le faire. Car pour lui, abandonner le pouvoir, c'est signer soit sa mort ou bien arrestation. Parce que ce petit-là a pillé de milliards dans un temps record. Plus que même Mobutu. Ce que Mobutu a pu faire, les dégâts que Mobutu a pu faire dans 32 ans, Joseph Kabila a réussi de le faire en 10 ans. Comprenez pourquoi le petit veut rester au pouvoir avec un tas d'idiots autour de lui, des soi-disant Congolais de père et de mère, mais qui ne connaissent pas qu'est-ce que le Congo et qui ne sont pas là pour servir le pays. Et qui doit mettre le bâton dans les roues de ces gens-là avant que les autres viennent nous aider. C'est nous, peuple congolais, et surtout la classe intellectuelle. Et comment le faire? Il faut comprendre d'abord le problème auquel nous faisons face sur le plan national et le plan international. Quelle est la place du Congo dans ton cœur, d'abord, dans ta tête, et quelle est la place du Congo sur le plan international, dans le monde. Et tu verras que c'est un pays qu'il faut servir, de près ou de loin, quand ça ne peut pas nous échapper, car Dieu nous demandera. Je vous remercie, vous tous qui venez de me suivre. On se reverra prochainement. Bonne soirée, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse les Congolais. N'oubliez pas de ne jamais trahir ce beau et grand pays, un don de Dieu. Merci.